Bonjour et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Dans la seconde partie de notre programme, nous parlerons défense européenne pour notre partie débat. Mais tout de suite, nous allons nous pencher sur l'Espagne, qui est tout de même la quatrième économie de l'Union européenne. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui son ministre des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez. Bonjour. Vous étiez d'ailleurs déjà cité en 2019 pour remplacer Josep Borrell, qui est devenu le chef de la diplomatie européenne, à son poste de ministre des Affaires étrangères. Ça a été finalement Arantxa González Laya. Et depuis juillet, vous avez pris sa place. Parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même une grave crise de relations avec le Royaume du Maroc, fortement dégradée depuis l'accueil, quelques mois plus tôt sur votre sol, du secrétaire général du Front Polisario, qui pose problème évidemment au Maroc. Alors, on en parlera, mais commençons quand même sur l'idée générale de cette Espagne qui est très vaccinée, en fait. Vous avez réussi, et on se demande d'ailleurs tous comment, à vacciner 80% de vos seniors. Comment, finalement, s'est déroulée cette campagne anti-Covid ? Nous avons vacciné effectivement à peu près 80% de toute notre population et 100% des seniors, de ceux qui ont plus de 60 ans. Nous avons été très frappés dans la première vague du Covid. Les gens ont pris conscience très très vite du danger que cela représentait et ça a été une évidence, dès que les vaccins ont été à disposition, que les gens sont allés se vacciner. Le gouvernement a fait un immense effort doublement. D'un côté, il y a eu l'effort pour obtenir cette centrale d'achat européenne qui est une vraie révolution en Europe. Nous, les Espagnols, les gouvernements actuels, nous aimons toujours jouer européens, ensemble. Et face au Covid, il n'y avait pas une autre solution. Et ensuite, les gens ont compris qu'il fallait se protéger eux-mêmes pour pouvoir aussi protéger les autres. Et le tourisme, notamment, qui est un secteur important pour vous, effectivement, qui ne devait pas être trop impacté par la pandémie. Il y a eu un grand plan de relance européen. Vous avez perçu, d'ailleurs, le premier versement, 9 milliards d'euros. Au total, 140 milliards. Énormément donc d'aides injectées à l'Espagne. Mais on reproche à votre gouvernement, au gouvernement de Sánchez, d'en avoir peu injecté de son côté directement dans le tissu productif, avec 100 000 entreprises qui sont mis la clé sous la porte. Est-ce qu'il n'y a pas assez de soutien social d'un gouvernement socialiste ? On a eu un soutien permanent dès le début. Autant face à la protection des entreprises, qui pouvaient être très fragilisées par le Covid. Et on a investi massivement, autant avec les grandes entreprises qu'avec les petites et moyennes entreprises, et aussi pour protéger l'emploi. Derrière les entreprises, il y a l'emploi. Et on a eu un système similaire à ce qui existe en France, des chômages partiels, qui est toujours en vigueur. Alors, ce reproche n'est pas vraiment fondé. Ensuite, il y a un plan de relance au niveau national qui réplique les plans de relance européens et pour lequel cet argent va être appliqué. Et là, c'est très clair, il y a deux grands objectifs. Une transformation digitale et une transformation verte de notre économie. En même temps, votre gouvernement, on le disait, il est dirigé par Pedro Sánchez. C'est un gouvernement qui est en chute dans les sondages, notamment par rapport au Parti populaire, qui est donc le parti d'opposition. Comment vous expliquez finalement ce ralentissement, alors que on disait, votre économie, bien finalement, elle est plutôt en train de sortir de l'ornière, elle est tout de même plutôt dans une période de prospérité. En tout cas, les prévisions 2022 sont plutôt optimistes. Écoutez, les sondages, vous savez, il y a de tous les couleurs et de tous les goûts. Ce qui sera important, c'est quand, à la fin de l'année 2023 arrivera, voir qu'est-ce que les électeurs décident. Il y a encore longtemps. Si vous prenez parmi les dernières élections, les élections en Catalogne, c'est le Parti socialiste qui est arrivé en tête. Une région très importante qui représente beaucoup de PIB et beaucoup de populations en Espagne. Nous allons très bientôt avoir un nouveau budget en Espagne, ce qui va permettre de faire face aux prochaines années avec solidité. Je suis sûr que la détermination du gouvernement face au Covid, la réussite de la vaccination et l'effet d'avoir soutenu une approche européenne pour le plan de relance, ça va payer au moment des élections. C'est le pouvoir d'achat qui bloque, en fait. Et pourquoi ? Parce que vous avez aussi une augmentation vertigineuse des prix du gaz. C'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe, mais c'est particulièrement marqué en Espagne, à tel point que votre chef de gouvernement demande des achats groupés au niveau européen. Est-ce que c'est une solution d'avenir ?
partout en Europe. C'est pas seulement un problème espagnol, c'est vrai aussi en France. J'ai parlé la semaine dernière à Madrid avec mon collègue roumain, c'était la même chose. C'est les prix de l'électricité qui ne cessent de grimper. Pourquoi? À cause du gaz, parce que les marchés européens est fait comme ça. Et les prix finaux de l'électricité, peu importe la source, est marqué par les prix du gaz. C'est pour ça que je me suis rendu la semaine dernière en Algérie pour assurer la livraison du gaz de l'Algérie envers l'Espagne, ce qui a été assuré. Pourquoi nous avons fait cette proposition qui a été très bien accueillie? Jean-Yves Le Drian m'a constaté, c'est que la ministre de l'Énergie m'avait dit déjà à Madrid, la France est alignée avec l'Espagne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, aussi a salué cette proposition. Si le défi est européen, et c'est un défi européen, rien de plus normal que la réponse soit européenne et que les marchés du gaz, eux, ont taille européenne. Alors, c'est vrai qu'il y a eu départ, on le disait, remaniement ministériel et départ de votre prédécesseur, donc la ministre Arantxa González, qui était mise en cause, en fait, pour avoir facilité l'entrée sous une fausse identité diplomatique du leader séparatiste sahraoui du Front Polisario, Brahim Ghali, sur la péninsule ibérique, ce qui pose évidemment un problème diplomatique énorme avec le Maroc. Est-ce que c'était une maladresse ? Écoutez, le gouvernement agit toujours en toute légalité. J'ai plein confiance que cette fois-ci, ça a été le cas. Nous avons une relation très étroite avec un grand pays, un grand ami comme est le Maroc. Le roi du Maroc l'a souligné pendant son discours du 21 août dernier, où il a expliqué qu'il veut une relation de confiance mutuellement bénéfique, marquée par le respect mutuel entre l'Espagne et le Maroc. Et c'est exactement la même relation que nous voulons. Je pense qu'on est dans la bonne voie pour rétablir cette confiance et cette relation de bénéfices mutuels. Ce qui pose quand même problème, et peut-être d'ailleurs à vous et plus largement à l'Europe, c'est par exemple une décision de la Cour européenne qui annule les accords de pêche avec le Maroc et soutient justement ce Front Polisario qui pourrait continuer à avoir... à présenter des revers pour vous dans la reconstruction de cette relation de confiance. Comment est-ce que vous allez défendre les intérêts de votre flotte et de cette pêche européenne dans les eaux marocaines? Nous respectons toutes les décisions de justice. Bien évidemment, le gouvernement espagnol n'a pas de commentaires à faire sur des décisions de justice. On les respecte. Un point, c'est tout. Ce qui est important, c'est que les partenariats stratégiques des bons voisinages, des voisinages sud entre le Maroc et l'Europe, continue. C'est un des plus anciens relations de voisinage qui existent entre Bruxelles et un pays du Sud. Et ça a été exemplaire. Et ça doit continuer comme cela. Et l'Espagne va aider à cela. Et bien évidemment, l'Espagne va défendre ses intérêts. Et les pêcheurs espagnols peuvent être sûrs que le gouvernement espagnol sera là pour les défendre. Alors, il y a les pêcheurs et puis il y a la question des migrants, la question migratoire qui est assez importante pour vous. 700 migrants qui ont tenté sans succès récemment de franchir encore la haute clôture qui marque la frontière de l'enclave espagnole de Melilla avec le Maroc. Et puis, il y a aussi 13 000, évidemment, migrants depuis le début de l'année à travers les Canaries et 13 000 par les Baléares et par donc l'Espagne même. Est-ce que l'Espagne, depuis d'ailleurs qu'on parle de débâcle humanitaire en Afghanistan, de nécessité d'accueil des réfugiés, etc., est la seule, se sent très seule sur la ligne de la défense de ces réfugiés et sur la ligne humanitaire? Nous connaissons très très bien les sujets migratoires et les phénomènes migratoires. Nous sommes à un état des frontières extérieures de l'Union européenne et nous sommes confrontés à cela. Et il y a beaucoup de choses qui se mélangent là. La première chose, il faut faire une différence entre ce qui est l'immigration irrégulière des gens qui n'ont vocation à rester sur notre sol et ces gens qui demandent du refuge et de l'asile sur nos terres et auxquels il faut dire oui. Alors, il y a une différence entre quelqu'un qui est persécuté en Afghanistan ou quelqu'un qui est sur notre sol sans aucune raison. Nous avons compris ça très bien et c'est pour ça que nous avons été les hubs, les centres dans lesquels les collaborateurs afghans du service extérieur de l'Union européenne qui dirige Borrell sont arrivés en Europe. Nous sommes prêts à cela. Sur l'autre domaine, l'immigration irrégulière, la coopération avec le Maroc est non seulement fondamentale, mais elle est exemplaire en ce moment. Nous sommes en train de coopérer étroitement. Mais la réponse doit être européenne. Les gens ne viennent pas en Espagne, ne viennent pas en Italie, en Grèce, ils viennent en Europe. Et souvent, ils vont jusqu'à la France d'ailleurs aussi pour nombre d'entre eux. Et partout, ils vont là où ils peuvent. Ils viennent en Europe, où il y a de la prospérité, de la liberté, bien évidemment. Alors, à nouveau, comme dans le marché du gaz, si le défi est européen,
Pour nous, c'est une évidence. La réponse doit être européenne. Pas un seul pays de l'Europe, ni même au monde, même pas les plus puissantes, il peut faire face toute seule. Et la réponse n'est pas européenne. Que dire de finalement ceux qui bloquent tout pacte migratoire? Est-ce que vous leur dites il faut nous soulager un petit peu du fardeau, il est temps? C'est pas une question de soulager. L'Espagne est toujours prête à avoir sa part de solidarité. Nous l'avons toujours fait, avec les partages des migrants qui arrivent de la Méditerranée, dans d'autres sujets. De la défense européenne, nous sommes toujours prêts à être partants pour la dimension européenne. Mais ceux qui pensent qu'ils peuvent s'isoler, que ce n'est pas leur problème, que finalement, ils ne s'arriveront pas chez eux, ils se trompent. Il y a des sujets, les changements climatiques, l'immigration irrégulière, la lutte contre le djihadisme. C'est des sujets auxquels la seule réponse est la solidarité européenne. Alors, il y a une autre question, évidemment, en Europe qui revient souvent. C'est évidemment celle de la Catalogne, avec un tribunal italien qui a suspendu l'examen du mandat d'arrêt européen de Carles Puigdemont. C'est un peu le serpent de mer de ces indépendantistes qui attendent des décisions européennes aussi sur leur immunité. Vous aviez pourtant accordé en juin une grâce à 9 dirigeants séparatistes condamnés à la prison pour leur rôle, finalement, dans la sécession de 2017. Et pourquoi est-ce que finalement tout cela est relancé avec une période d'accalmie qui était plutôt de bon augure? Écoutez, vous savez, les gouvernements espagnols respectent toutes les décisions de justice, ce qui les plaît plus et ce qui les plaît moins. Alors, nous ne commentons pas les décisions de justice et nous avons confiance dans la justice italienne, et européenne et bien évidemment de tous les pays. Ce qui est important, les gouvernements est en ce moment centrés sur ce qu'on appelle l'agenda de la rencontre. Il y a un dialogue, il y a une table de dialogue, il y a un apaisement. Et c'est en train de payer. Il y a une réconciliation, il y a un rapprochement des deux Catalognes qui jusque-là s'est regardé et s'est tourné les dos. Et c'est sur ça qu'il faut rester et c'est sur ce chemin que nous allons continuer à avancer. Alors, vous êtes avec nous en France, la France qui va prendre en 2022 la présidence tournante de l'Union européenne avec plusieurs priorités, parmi lesquelles, évidemment, un assouplissement souhaité du pacte de stabilité pour que cette relance qu'on est en train d'initier, elle soit un peu plus durable. Est-ce que vous allez avoir un axe peut-être Madrid-Paris sur cette question aussi de pouvoir assouplir suffisamment les règles et relancer l'Europe? Il y a beaucoup de convergences sans faire un axe entre Madrid et Paris. Comme je vous disais hier avec Jean-Yves Le Drian, on voyait que l'accord sur des sujets européens arrive très très facilement. Je pense que dans des situations aussi extrêmes comme a été la crise Covid-19, une crise sanitaire doublée d'une crise économique qui s'est transformée en une crise sociale, il n'y a rien de plus logique que de prendre des mesures qui sont certes à être exceptionnelles, mais qui vont être très très bénéfiques, comme nous avons fait avec les plans de relance. Alors qu'il y ait des mesures fiscales qui en ce moment vont être adaptées au temps que nous devons vivre, aux défis de notre génération, bien sûr. Par contre, l'Espagne restera toujours, bien évidemment, à l'intérieur des cadres économiques européens pour être sûr qu'on reste compétitif. Mais qu'il y ait des mesures exceptionnelles pour des temps exceptionnels, je dirais presque c'est une obligation. L'autre grand moment de cette présidence française, ce sera un sommet sur la défense. Alors la défense européenne, c'est aussi un serpent de mer en effet, mais elle est priorisée par les Français et en particulier avec cette idée qu'on peut désormais, y compris sous l'ère Biden, qui a succédé pourtant à Donald Trump, rompre un contrat par exemple d'armement avec l'Australie et ce sans prévenir ses alliés. Est-ce qu'on est rentré dans l'ère d'une certaine défiance vis-à-vis des puissances tiers? Et puis, est-ce qu'on est entré aussi dans une ère où on peut construire enfin cette défense européenne ou en tout cas cette autonomie stratégique? Je comprends tout à fait la déception française et j'ai exprimé déjà à plusieurs reprises ma solidarité avec la France sur les sujets que vous venez d'évoquer. Mais cela renvoie à une question plus large, qui est... quelle est la place de l'Europe? Est-ce qu'il y a une place pour l'Europe dans l'Indo-Pacifique? Certainement oui. Mais pour cela, il faut que nous prenions notre destin en main. Et là, la réflexion sur l'autonomie stratégique est une évidence. Nous, les Espagnols, nous avons toujours participé à toutes les initiatives de défense européennes. Nous sommes en faveur de l'autonomie stratégique qui va bien au-delà de la défense. Le Covid
nous a montré aussi les limites d'une politique industrielle qui n'était pas aussi comme on devrait l'avoir centré sur l'Europe. Alors oui, nous voulons participer à cette réflexion. Oui, nous pensons que l'Europe doit prendre ses destins entre ses mains. Une autre chose, c'est que les États-Unis est l'allié naturel de l'Europe. Alors, une fois que les Européens, nous avons décidé quel doit être notre rôle et notre place dans le monde, ça ne veut pas dire exclure les États-Unis. Je viens d'avoir une rencontre avec John Kerry sur les changements climatiques, où on était en face absolue avec les positions des États-Unis. Alors, je dirais, bâtissons l'Europe, y compris l'autonomie stratégique, et ayons un dialogue de très haut niveau avec les États-Unis parce que c'est notre allié naturel. Au prochain Conseil des ministres des Affaires étrangères, quel est le point le plus important selon vous sur l'agenda? De quoi l'Europe doit se préoccuper justement dans le monde en ce moment? Il y a cette question du marché de l'énergie qui est fondamentale. On doit rester au plus près des besoins de nos citoyens. Et là, il faut qu'on fasse quelque chose. Cette reprise après le Covid ne peut pas être faite aux frais de nos citoyens. Et ensuite, avec un regard plus lointain, cette autonomie stratégique. Mais finalement, si vous regardez, les deux questions sont liées. L'Europe doit prendre son destin en main et donner une réponse européenne. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir été à notre compagnie. Vous restez avec nous pour, dans quelques minutes, à Strasbourg, rejoindre Marie Brémaud pour parler précisément de défense européenne. À tout de suite.